Merci Jean-Marie, merci pour l'invitation, merci à vous d'être venu aujourd'hui. Comme Jean-Marie l'a expliqué, je viens ici pour parler des agneaux mixtes. Je suis en France maintenant depuis début février pour parler des agneaux mixtes et grâce, je vais dire, au Core-to-Core Project qui a été supporté par le professeur Kageyama au Japon pour la conversion de l'énergie. C'était un projet entre la Belgique, l'Allemagne, la Chine, l'Angleterre, la France et beaucoup d'universités. Donc je suis là justement pour présenter nos résultats venus du Japon. Alors, je viens du Japon, je viens de Kyoto. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas à l'origine vraiment japonais. Je viens de Guingamp, dans les Côtes-d'Armor. Et j'ai fait en Master 1, j'étais à Rennes, on m'a envoyé au Japon. J'ai décidé de faire un stage au Japon, à l'université de Kyoto, avec le professeur Kageyama. On m'a proposé de revenir pour ma thèse et j'y suis resté. Maintenant, ça va faire 17 ans que j'y suis. Donc Kyoto, c'est une ville formidable. Si vous avez l'opportunité d'y venir, c'est la capitale culturelle du Japon, avec 2000 temples, plein de choses à voir, plein de choses à manger. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas. On vous accueillera pour les monuments, mais aussi pour la chimie du solide. Donc voilà, ça c'est le temple d'or. C'est très très beau. Alors l'université de Kyoto, c'est une des universités de prestige du Japon, avec l'université de Tokyo particulièrement. Beaucoup de prix Nobel ont étudié à l'université de Kyoto ou sont encore professeurs à l'université de Kyoto. Il y a 3 campus. Là, c'est le campus principal qui est à Yoshida, le plus ancien campus. Il y a 3480 enseignants-chercheurs, 22 615 étudiants. Donc, il y a un bon rapport au niveau des chercheurs et des étudiants. Et donc nous sommes maintenant depuis 2010, où le laboratoire a été fondé sur les collines de Kyoto, à Katsura, où nous sommes dans le campus de l'ingénierie. Notre laboratoire, quand je suis arrivé en 2006, on n'était que 4-5 étudiants avec le professeur associé Kageyama à l'époque. Il est devenu professeur en 2010 et donc nous avons construit le laboratoire du professeur Kageyama avec donc un professeur associé, moi, un lectureur, un professeur assistant, 2 administratifs, des postdocs, des chercheurs et comme vous pouvez le voir, beaucoup d'étudiants. Car au Japon, contrairement à la France, à l'Europe, il y a 4 années pour la licence. La 4e année est dédiée à la recherche. Donc les étudiants font des cours en licence 1, 2, 3 et en 4e année, ils restent dans le laboratoire pour faire des études. Master 1, Master 2, donc chaque année il y a 5 étudiants, en Master 1, Master 2, les étudiants vont aussi avoir des cours un peu, mais ils vont contribuer énormément à la recherche. Et donc maintenant nous sommes un laboratoire de 38 personnes. Le laboratoire est, je dirais, très bien équipé. Nous avons des machines haute pression qui peuvent aller jusqu'à 15 gigapascals. Je parlerai de la haute pression plus tard et de la recherche sur la haute pression. Nous avons des mixeurs ball mill, donc pour la mécanosynthèse, qui vont de 400 tours par minute à maintenant 2000 tours par minute. Donc on tape très fort au niveau de la mécanosynthèse à haute énergie. Nous avons des micro-ondes, des PLD pour faire des couches minces, des MBE pour faire des couches minces. Nous avons des fours à arc, des fours à images, beaucoup d'équipements de synthèse, vraiment. Une trentaine, quarantaine de fours, je perds un petit peu la mémoire, je m'excuse. Nous avons beaucoup de boîtes à gants, des semi-diex, enfin tout aussi pour la caractérisation. Notre laboratoire est vraiment dédié à la synthèse de nouveaux matériaux et à la caractérisation de ces matériaux. Donc notre axe de recherche est vraiment basé sur la découverte de matériaux et de la compréhension de comment les anions s'arrangent dans les structures des matériaux. Et cette recherche, elle date maintenant d'environ 18-20 ans dans notre cas, pour notre laboratoire. Et on peut voir par un simple constat que la majorité des éléments qui sont soit utilisés, soit explorés pour les céramiques fonctionnelles, on peut voir les batteries, on peut voir les pigments, les diélectriques, les thermoélectriques. À chaque fois, il y a un seul anion. Ici, l'oxygène pour les pigments, l'oxygène ici pour les batteries, les diélectriques, l'oxygène encore. Les thermoélectriques, il y a du tellure, les supraconducteurs, de l'oxygène, catalyseurs, photovoltaïques, maintenant de l'iode ici. Beaucoup d'oxygène, beaucoup d'oxyde, mais nous nous sommes rendus compte que ce serait peut-être très intéressant de faire des anions mixtes. Alors pourquoi ces matériaux sont utilisés comme ça? Pourquoi historiquement il y a beaucoup d'oxyde dans
dans les éléments utilisés en ce moment, simplement parce qu'on utilise la synthèse conventionnelle, celle qui existe depuis presque la nuit des temps. Hein. Dès qu'on a réussi à démarrer un four, on a réussi à faire des céramiques. On mélange par exemple un oxyde de lanthanum, un oxyde de fer, et on obtient lantane, fer, O3 en mélange stoichiométrique à plus de 800 degrés. Ça, c'est la réaction la plus simple hein, pour les perovskites, par exemple. Alors, la haute température, c'est nécessaire pour deux raisons toutes simples. Ça permet de casser les liaisons qui existent déjà dans ce composé-là, et ça permet d'en créer des nouvelles aussi, bien sûr, en cassant les liaisons, mais ça permet aussi à la diffusion des atomes. Quand on mélange deux poudres ensemble, on veut qu'il y ait un contact, on veut que les atomes diffusent et qu'ils réagissent ensemble. Et donc, on a ce composé lantane FeO3, par exemple. Et donc, cette réaction, elle existe depuis très longtemps. Hein. Donc, les éléments oxydes, c'était déjà utilisé à Lascaux. Le kaolin, c'est connu depuis plus de 2000 ans, avec le silicone aluminium oxyde hydroxyde. Le bleu d'Égypte, ça c'est une réaction qui est assez fascinante. Hein. Il y a le carbonate de cuivre qui est mélangé avec du quartz, avec du calcium carbonate ici. On obtient ce composé calcium, cuivre, silicone 4O10 qui est bleu. Et ça, c'était utilisé par les Égyptiens. Ils mettaient les poudres toutes ensemble, ils les chauffaient à très haute température pendant plusieurs heures, et hop, ils avaient un magnifique pigment bleu. C'était la même chose aussi en Égypte, except que ce n'était pas du calcium, c'était du barium. Ils ont trouvé une réaction qui était assez fascinante. On utilise le barium cuivre silicone 2O6 qui est le Han Purple, en gros le violet chinois. Hein, et il y a en fait une réaction qui se produit à des températures prolongées à haute température, où on trouve du bleu chinois ici qui a la même stoichiométrie en fait, que le bleu des Égyptiens. La différence, c'est l'utilisation du barium contre l'utilisation du calcium. Alors ces réactions, elles ont eu lieu depuis très très longtemps, et donc comme je vous l'ai expliqué, la plupart des composés, c'était vraiment des oxydes. Donc nous sommes focalisés sur la création de composés avec des anions mixtes. Deux anions dans le même matériau. Un oxyde, un fluorure, un oxyde, un nitrure, un sulfure, un hydrure, des choses comme ça. Donc on peut voir que ça peut changer par exemple la structure électronique. Pour un semi-conducteur, un oxyde semi-conducteur, on a le band gap ici entre la bande de valence et la bande conductrice ici, de conduction. Et par exemple, en utilisant de l'azote, là, on peut, grâce à l'électronégativité moindre de l'azote, on va fermer le band gap ici, le réduire tout du moins. Et par exemple, on peut commencer d'un composé qui est blanc à un composé qui arrive à être rouge en fonction de la quantité d'oxygène et d'azote dans le matériau. Ça, ces matériaux sont typiquement utilisés. Ça a été le travail du professeur Domen à Tokyo, qui a utilisé ces matériaux pour convertir, par exemple, l'eau en H2 et O2 en réaction de photocatalyse. Il y a aussi différentes liaisons qui sont possibles, des liaisons qui sont ioniques ou covalentes en fonction de l'anion et du métal qui est utilisé. On a ici par exemple un lithium-fer phosphate qui a un potentiel redox à 3,45. Quand on passe à un sulfate et un fluorure, on va avoir différents potentiels redox qui sont accessibles. Donc sur la géométrie locale, on va voir aussi qu'on peut changer l'octaèdre ici qui a 6 atomes, par exemple, d'oxygène autour. On peut changer l'atome qui est au-dessus, au plan apical ici, et on va avoir un changement au niveau du champ cristallin ici, où on va passer d'un champ octaédrique à ici une distorsion assez nette. Ça a été utilisé dans plusieurs exemples, mais un récent, c'est par le professeur Hiroi de l'Université de Tokyo, qui a trouvé qu'on pouvait utiliser ça pour faire des éléments de pléochromisme. C'est-à-dire on prend un monocristal, et en fonction de comment sont arrangés les atomes, on va voir qu'en fonction qu'on ait un œil sur l'axe A, l'axe B, l'axe C, on aura différentes couleurs qui vont apparaître. On a aussi les règles de topologie. Un des problèmes avec les anions, c'est qu'ils ont des tailles qui sont très différentes. Donc il y a la règle de Oum-Rotary qui interdit d'avoir en général des solutions solides. Donc la topologie, en fonction de l'ordre des anions, ici un élément 2D ou 3D, va devenir 2D ou 1D. On va perdre en termes de dimensionnalité. Là, on a un composé que nous avons fait, le bismuth oxychlorure, qui est en 2 dimensions en forme d'accordéon. En dopant avec du chlore, on arrive avec du fluorure, on arrive à avoir une structure qui est nettement en couche et qui n'a plus cette structure d'accordéon. On peut changer la dimension des matériaux, on peut changer la structure et les distorsions des matériaux. Donc pourquoi
il n'y a pas eu tant que ça de recherche sur les anions mixtes. Pourquoi il y a eu tant que ça de recherche sur les oxydes? Déjà, nous vivons dans une atmosphère qui permet la réaction des métaux avec les oxydes. Ça, c'est une sorte d'évidence. On peut voir que sur les banques de données ICSD, il y a énormément d'oxydes. Il y en a aux environs de 50 000 qui sont rapportés sur l'ICSD. Il y a beaucoup moins de nicture, de fluorure, chlorure, bromure, iodure, d'hydrure. Il y en a beaucoup moins en anions simples. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que comparé sur la table périodique, on peut voir qu'il y a beaucoup moins d'anions que de cations simplement dans le tableau périodique. Donc on a beaucoup moins le choix en termes d'anions que de cations. Donc c'est assez évident que quand on va mélanger des poudres, on va plutôt choisir différents cations que différents anions. Finalement, les anions mixtes, et là on va arriver à un paradoxe, on peut voir qu'il y a moins d'anions mixtes qu'il y a d'anions simples. Les oxychlorures ici, il n'y en a que 8000. En théorie, en parlant simplement, il y a le paradoxe des anions mixtes, c'est-à-dire qu'on devrait avoir beaucoup plus d'oxychlorure que d'oxyde simple, parce qu'on a beaucoup plus d'éléments. Donc mathématiquement, on devrait en avoir plus, mais malheureusement, on en a moins. Donc il y a une raison simple. On peut se demander pourquoi. On peut essayer de calculer pourquoi, on peut essayer de faire des études pourquoi, mais moi j'ai personnellement décidé de me dire que je ne suis pas très bon à la synthèse et il faut que j'améliore ça. Donc c'était vraiment ma motivation, il y a peut-être un problème d'incompatibilité des anions, mais il y a peut-être une nécessité d'utiliser de nouvelles approches pour créer les anions mixtes. Donc on va faire aujourd'hui trois principaux chapitres, l'un sur l'anion hydrure H- et les pérovskites, de la topochimie à la haute pression, et ensuite on va continuer à descendre sur le H- dans différentes structures. Alors pourquoi le H-? Pourquoi nous avons commencé ces recherches sur l'hydrure? Simplement parce que c'était l'élément où il y avait le moins d'anions mixtes sur les composés. Alors pourquoi il n'y en avait pas beaucoup? Simplement parce que la plupart des oxydes, quand on va les mettre avec un hydrure, ça va réduire, ça va se décomposer. Donc l'hydrure, c'est très intéressant parce que c'est un des seuls anions, c'est le seul anion qui est flexible au niveau de sa taille ionique. On passe d'un rayon de 120 picomètres à 150 picomètres en fonction de l'environnement de l'hydrure. L'hydrure, c'est un élément 1s2. C'est pas comme le proton, c'est pas comme le H hydrogène simple, c'est 2 électrons sur l'orbital 1s2 de l'hydrogène. Contrairement à sa position dans le tableau périodique, il a une électronégativité qui est très modérée, presque comme le carbone. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité des éléments organiques, CH, la lésion CH, ce n'est pas un proton dans un CH, c'est ni un hydrure, c'est juste CH. C'est une base de Lewis qui est molle, et donc c'est très différent du fluorure, qui est une base de Lewis très dure, l'oxygène la même chose, et c'est encore différent de l'azote. Donc il a une structure qui est, en termes d'orbital, très différente. On a un S2, le N3-, le F-, le O2-, il est en forme SP où il y a les PY, PX, PZ qui sont là au niveau des orbitales. C'est aussi un élément avec un potentiel redox qui est à moins 2,3 volts, ce qui est très différent du proton et du groupe H2 qui est bien sûr à 0 volts. Et quand nous avons commencé nos recherches, il y avait très très peu d'hydrure. Il n'y en a toujours pas beaucoup, pour être honnête avec vous, mais il y en a surtout des hydrures qui avaient été utilisées pour le stockage de l'hydrogène pour éventuellement différentes réactions, pour le transport bien sûr, mais aussi pour les piles à combustible. L'hydrogène, c'est quelque chose qui n'est pas dense du tout, c'est très difficile à stocker, et un des rêves au niveau de la recherche, c'est d'arriver à stocker l'hydrogène dans un solide pour essayer d'avoir une densité plus importante. Mais nous, notre but, c'était vraiment de réaliser des oxyhydrures, de combiner les propriétés de l'oxygène des oxydes qui existaient déjà et de mettre de l'hydrogène dans ces matériaux sous forme de H-. Ça paraît assez complexe et une des raisons, c'est qu'en général, quand on fait des réactions haute température et à pression ambiante, on utilise de la haute température. Mais le problème, c'est qu'à haute température, quand on essaie de faire des anions mixtes, ça peut être très compliqué. En général, par exemple, les chlores, les oxydes et beaucoup de de composés bromures vont se décomposer ou se séparer en fonction de la très haute température. Et dans le cas des hydrures, on a simplement une décomposition. On ne peut pas mélanger un oxyde de fer avec un hydrure de calcium parce que le composé va être réduit ou parce qu'on va avoir la décomposition de l'hydrure de calcium en calcium métal et en hydrogène et en gaz d'hydrogène. Donc nous avons décidé de prendre cette approche de chimie
topochimie, de chimie douce, en utilisant les éléments d'échange ionique. On a un composé mère ici, de mother compound, on a un produit où on va changer simplement une partie des éléments de la structure. On peut aussi intercaler, on peut aussi déintercaler, bien sûr, mais on va essayer juste de garder la structure principale du matériau et d'échanger juste un type d'anion spécifique pour le remplacer avec du H-. On va conserver la topologie du matériau et on peut changer par des intercalations, donc réduction, intercalation, oxydation ou une substitution ionique. Alors cette technique, elle est connue depuis très très longtemps. Les batteries au lithium cobalt 2 en couche fonctionnent un petit peu comme ça. Il y a l'intercalation, la déintercalation du lithium. Et donc il y a plein de types de réactions qui sont possibles, des exfoliations, des constructions de couches, des formations de pylônes, il y a la réduction déintercalation réductive, le grafting, il y a énormément de réactions qui sont possibles, où là on garde toujours la structure d'un matériau et on change simplement quelques atomes dans la structure pour avoir de nouvelles propriétés. Alors pourquoi on utilise la température basse? C'est simplement pour conserver la structure. Si on utilise en réaction chimique une réaction qui est à température trop basse, rien ne se passe. Je le remets parce que ce n'était pas très net. Là, on utilise très peu d'efforts et la structure reste la même. Quand on utilise beaucoup trop de force, comme vous pouvez le voir, le composé, boum, il est cassé. On l'a réduit, on l'a détruit. Si on utilise la bonne quantité de force, tac, on peut prendre un atome, on peut l'enlever, et puis éventuellement, on peut mettre quelque chose d'autre. Ma petite fille, elle voulait mettre un autre bloc d'une autre couleur. Je ne l'ai pas laissé faire parce que ça prenait trop de temps. Donc, nous sommes inspirés sur cette réaction du travail de Michael Hayward à Oxford, qui avait réussi à réduire le lantane strontium cobalto 4 avec de l'hydrure de calcium ici. Alors, cette réaction est assez formidable. Il y a une structure en perovskite en couche ici, où on enlève un seul atome d'oxygène au niveau du plan carré ici du cobalt, et on le remplace avec un élément hydrure à une réaction entre 200 et 300 degrés Celsius. Cette réaction, c'était la première découverte d'anoxy-hydrure. Et donc ça a ouvert vraiment beaucoup de possibilités au niveau de changement magnétique, de catalyse et d'autres activités, par exemple pour les piles à combustible. Donc nous avons essayé de faire ces réactions, d'étendre ces réactions sur plusieurs matériaux. À l'époque, je travaillais, quand j'étais en licence, j'avais fait un stage sur l'oxyde de fer, le strontium ferro 3, qui est très très connu pour ces éléments, ces non-stoichiométries en oxygène justement. Et on voulait mettre de l'hydrure dans l'oxyde de fer pour changer les propriétés magnétiques, mais de transport, etc. Alors aujourd'hui, on va parler beaucoup de perovskite. Et pour ceux qui ne s'y connaissent pas en perovskite, ça va être très pénible, donc je préfère vous parler un tout petit peu de perovskite pour vraiment expliquer c'est quoi une perovskite. Alors une perovskite, c'est la structure principale de la plupart de la chimie du solide en général. Ça sert à peu près à tout, pour la catalyse, les piles à combustible, les ferroélectriques, les piézoélectriques, supraconducteurs, semi-conducteurs, éventuellement des LED de magnétorésistance, simplement parce qu'on peut mettre dans le site B ou dans le site A, cationique, on peut mettre des cations de à peu près tous les éléments du tableau périodique. Sur le site O, ici, de l'oxygène, en général, on met plutôt que de l'oxygène, et c'est pour ça que nous avons essayé de mettre autre chose que de l'oxygène pour avoir de nouvelles propriétés et peut-être trouver des matériaux plus efficaces. Alors, dans la perovskite, il y a un paramètre qui est très connu, c'est le tolerance factor, qui consiste justement, dans une perovskite cubique, à avoir cette distance, ici, à travers le cube, ici, de la perovskite, à avoir le rayon A plus le rayon X de l'anion, qui doit avoir un rapport aux alentours de 1 par rapport à l'arête ici du cube, qui est entre RB plus Rx, le rayon du cation B et le rayon de l'anion X ici. Donc ce facteur de tolérance qui a été fait par Goldschmidt, en fonction de sa valeur, on va avoir des structures qui sont plus ou moins tordues, plus ou moins de basse symétrie. Ici, on a une maille qui est cubique, ici orthorhombique, ici hexagonale pour le lithium niobium O3. Et si on est à un rapport qui est au-dessus de 1, on va avoir une structure ici qui est hexagonale, c'est le cas du barium nickel O3. Donc pourquoi ces structures se tordent, ce n'est pas naturellement dû à cause
du facteur de tolérance, c'est dû simplement à la taille de l'élément A, qui ici est large, là très large, trop large pour que la structure se permette d'avoir des octaèdres qui se connectent le long des arêtes comme ça par les côtés. Le site A ici sur la calcium titano 3, il va être tellement petit que les atomes d'oxygène vont se rapprocher du cation. Et la même chose ici pour le lithium niobium 3, vous savez, le lithium il est très petit, donc il y a beaucoup de distorsions dans ce composé. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ces composés, il y a énormément d'applications, énormément de fonctionnalités sur ces composés, mais comme je l'écris ici, la plupart des composés qui sont connus, les composés stars, on va dire, des perovskites, sont en général des oxydes. Et donc, nous avons appliqué sur l'élément que j'étudiais à l'époque, en licence, cette réaction d'hydrure sur les strontium ferro 3, les structures qui, des fois, deviennent O2.75, O2.5, etc. Des non-stoichiométries qui sont assez courantes sur les perovskites. Et tout simplement, ça n'a pas marché. Ça a donné quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire qu'au départ, on voulait intercaler ici de l'hydrogène entre des feuillets de fer O2. Mais on n'a pas reçu l'hydrogène, on a réussi à avoir que des carrés plans de fer O4. Bon, on a eu assez de chance parce qu'en fait, les carrés plans de fer, au niveau chimique, au niveau de la chimie du solide, sont très très rares. Ça n'existait pas vraiment. Donc la plupart du temps, quand vous regardez une structure qui contient de l'oxyde de fer, c'est soit des tétraèdres, soit c'est des octaèdres. Mais alors les carrés plans, c'était très très rare. Et donc on a réussi à trouver une nouvelle méthode pour générer de nouveaux matériaux en utilisant cet hydrure de calcium, mais on n'arrivait pas à intercaler de l'hydrure, on arrivait simplement à toujours avoir des carrés plans de fer comme cela. Jusqu'à l'arrivée de mon collègue Yoji Kobayashi, qui lui a publié en 2012 la découverte du barium titane OH en convertissant un oxyde de barium titano 3, un composé qui est très connu pour les perovskites, en utilisant l'hydrure de calcium à 580 degrés Celsius. Il a réussi à enlever sur les côtés des octaèdres de l'oxygène, le remplacer avec de l'hydrogène. Dans cette réaction, le titane change de 4+. Il y a des valences mixtes, mais on obtient un matériau qui est au départ isolant et qui devient conducteur avec la présence de l'hydrure dans ce composé. Bon, plus tard, il a découvert que ce composé pouvait même être utilisé pour la catalyse de l'ammoniac en utilisant un procédé presque comme le procédé Bayer, et il pouvait même être utilisé pour faire la catalyse de la réduction du CO2. Donc, les réactions qu'on a pu trouver avec cet oxyhydrure de barium titane sont montrées ici. En fait, au départ, le barium titano 3, c'est très inerte, c'est très costaud. Le titane, c'est très difficile à réduire et c'est presque impossible de faire des anions mixtes sur ces composés. Mais en commençant avec le barium titane au 2.4H0.6, on a réussi à mettre du fluorure, on a réussi à mettre de l'azote, on a réussi à avoir des lacunes, on a réussi à avoir aussi du deutérium et même à faire une deuxième étape sur ces composés où on a remplacé le fluorure avec un élément OH- ici. La réaction aussi a été utilisée pour faire donc la synthèse de l'ammoniac à partir du N2H2 en NH3. Si vous ne le savez pas, l'ammoniac c'est un gros problème pour le monde puisque ça consomme aux environs de 2% de toute l'énergie mondiale. Donc de trouver une nouvelle façon de faire la catalyse de l'ammoniac, ça pourrait permettre de consommer moins d'électricité et ça pourrait aussi donner l'accès à l'ammoniac à beaucoup de pays. Donc convertir le N2H2 en ammoniac en utilisant des moyens qui sont plus simples, c'est une chose qui est très bénéfique. Donc on va dire en 10 ans, seulement en utilisant cette technique, seulement 2 oxyhydrures avaient été trouvés à l'époque. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait peut-être utiliser une nouvelle méthode, différente de la réaction topochimique, parce qu'évidemment en 10 ans, beaucoup d'éléments avaient été vérifiés pour voir si on ne pouvait pas trouver d'autres oxyhydrures. Ces composés, quand on a commencé à faire ces composés-là, ils sont devenus très attirants même pour la catalyse en fait. Donc c'était assez intéressant de voir si on ne pouvait pas trouver d'autres propriétés. Donc au lieu d'utiliser la méthode douce, où on utilise des réactions à 280 degrés Celsius, basse température par rapport aux hautes températures ici, on s'est dit on va aller à l'opposé complètement. On va aller aux hautes pressions. Là, on peut aller à 1700 degrés Celsius, on peut aller à 15 giga, 20 gigapascal, des pressions qui sont assez immenses. C'est le même principe qui permet de convertir par exemple le graphite en diamant.
hein. Le charbon en diamant, c'est la réaction standard pour la haute pression. Ce qu'on fait, hein, je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est on presse un composé, on le chauffe, on baisse la température, on relâche la pression. Et cette réaction, elle permet de convertir justement le charbon en diamant. Donc cette haute pression, à quoi elle sert? Elle sert à stabiliser les réactifs à des hautes températures. Ça, ce n'était pas possible avant, parce qu'on utilisait l'hydrure de calcium qui se décompose à 600, 700 degrés Celsius, il se décompose. Mais en utilisant la haute pression, on stabilise l'hydrure et il reste dans la maille, l'hydrure de calcium reste formé. Donc on peut aussi utiliser différentes atmosphères. On peut utiliser le N2, le H2, le O2 et le F2. Je vais vous montrer comment on peut faire ça pour les différentes atmosphères plus tard. Et donc la haute pression, nous, à notre niveau, à quoi ça consiste? En fait, ça consiste à aller, quand on va presser nos composés, on arrive à une pression en général entre ici 30, 40, 400 km à peu près. C'est l'équivalent quand on va dans le manteau terrestre. Les pérovskites qui existent naturellement en termes de minéraux, on peut en trouver ici, entre le manteau bas et le manteau haut, je pense en français c'est comme ça qu'on dit. Et il y a aussi les post-pérovskites qui ont cette structure-là ici. Et donc, pourquoi on passe du graphite au diamant? À basse pression, on voit que l'énergie de la graphite, en théorie, elle est beaucoup plus basse. À haute pression, le diamant a une énergie qui est beaucoup plus basse que celle du graphite ici, à des pressions similaires. Donc pourquoi à haute pression, on a du diamant, et pourquoi à basse pression, on n'a pas du diamant? Parce que ce serait bien de faire du diamant à basse pression. Le graphite, c'est le carbone avec 3 autres carbones qui sont attachés, qui sont connectés. Le diamant, c'est le carbone, mais avec 4 carbones qui sont attachés. C'est une structure qui est beaucoup plus dense. Et quand vous allez compresser votre échantillon à très très forte pression, vous allez avoir une densité qui est beaucoup plus haute. Votre composé, il doit se transformer pour pouvoir soutenir cette pression, subir cette pression. Et il y a plusieurs méthodes. Il y a les autoclaves, ça c'est très connu pour les réactions hydrothermales, solvothermales, etc. Nous utilisons cette multi-en-ville, cette presse multi-en-ville ici, où nous allons aller à moins de 30 gigapascales. Dans notre labo, nous allons à moins de 10 gigapascales. Et on peut utiliser même ici des enclumes en diamant, où on va avoir 2 diamants qui sont très 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 petits, qui vont compresser des éléments très très forts. Et là, on peut atteindre des pressions qui sont à 400 gigapascales. 400 gigapascales, c'est la pression qui se trouve pas loin du centre de la Terre. On peut chauffer ces cellules ici, d'ailleurs, on peut les chauffer avec un laser ou avec d'autres méthodes. Dans notre cas, nous chauffons avec je vais vous le montrer, excusez-moi. On peut le chauffer en fait en faisant passer un courant électrique ici dans les cellules. À travers les cellules, on a des cellules qui conduisent l'électricité jusqu'à un tube qui est fait de carbone, qui va chauffer en fonction de la puissance qui est employée. Et on peut chauffer l'échantillon alors qu'il est pressé. Cette technique, elle paraît assez fondamentale, elle paraît assez abstraite, mais je voulais vous montrer justement qu'en fait, elle n'est pas si abstraite que ça. Il y a des laboratoires, il y a des industries qui justement, que ce soit en Chine ou là, je crois que c'était au Canada, enfin du moins en Amérique, qui utilisent cette technique, par exemple, pour faire du diamant de synthèse pour la haute pression. Il y a des entreprises qui utilisent cette technique pour faire du nitrure de bore cubique, parce que ça peut être utilisé pour polir les métaux et éviter que justement le carbone ne pénètre dans le métal. C'est un des problèmes, apparemment. Et une des applications que j'ai trouvées récemment, je ne la connaissais pas, c'est vous pouvez convertir vos cheveux en diamant aussi, ou si vous avez un chien qui est parti, vous pouvez le convertir en diamant si vous voulez. Moi, quand j'ai montré ça à ma femme, en fait, ça lui a donné une idée, ça m'a fait un peu peur. Bon. Donc on peut faire des diamants avec la haute pression, mais nous, malheureusement, notre business, c'est pas de faire du carbone, c'est de faire des oxydes. Donc nous avons utilisé cette méthode pour préparer des oxyhydrures. Nous avons mélangé de l'hydrure de strontium, de l'oxyde de chrome, de l'oxyde de strontium ici, et en mélangeant ça dans une boîte à gants, en chauffant ça, en pressant ça à 5 gigapascales, donc 5 gigapascales, et en chauffant à 1000 degrés Celsius pendant 1 heure, on a obtenu un nouveau matériau. Donc la structure, elle est très simple. On a ici un tube de graphite qui va servir à chauffer. On a un tube ici de nitrure de bore qui va permettre d'isoler l'échantillon du graphite pour ne pas contaminer le matériau. Et on récupère en général entre 200, 500, en fonction des tailles, 200, 500 mg
technique. Ça, c'est parce que notre machine elle est très petite, mais sur des machines de très haute taille, on peut avoir des échantillons de 1 ou 2 grammes assez facilement, en fait. Et donc, on a mesuré les rayons X au niveau du synchrotron. On a vu qu'on avait des lacunes d'oxygène. On n'était pas en strontium chrome O3 quand on a fait cette perovskite. On voulait faire strontium chrome O2H. On a pu voir qu'il y avait beaucoup de lacunes d'oxygène. Et on a pu voir, en utilisant les neutrons, qu'on avait beaucoup d'hydrogène. Alors là, je fais une petite parenthèse simple. Pourquoi on utilise les neutrons pour ces composés-là? C'est simplement parce que l'hydrure est très compliquée à observer quand on utilise le synchrotron et les radiations en rayons X. L'hydrogène est très petit, très léger. Et quand on fait nos structures, l'intensité elle va dépendre ici du facteur de structure. L'intensité des pics va dépendre du facteur de structure HKL qui est ici. Lui-même va dépendre du form factor qui est atomique ou nucléaire. Quand on fait les rayons X, on va regarder le facteur de forme atomique. On peut voir qu'en fonction de la taille de l'élément, il va devenir de plus en plus petit. Donc comme notre composé contient du strontium, du chrome, de l'oxygène et de l'hydrogène, au niveau des rayons X, c'est impossible de savoir si on a de l'hydrure ou pas dedans. En utilisant les neutrons, vu que le facteur de forme des neutrons est complètement différent et négatif pour l'hydrogène, on arrive à observer l'hydrogène assez clairement par rapport à l'oxygène qui est aux alentours ici positif, par rapport au strontium qui est dans ces alentours ici qui est aussi positif et le chrome qui n'est pas loin ici. Donc on arrive vraiment à observer l'hydrogène en utilisant les neutrons. On pouvait voir aussi qu'on avait une belle courbe de fond ici, de bruit de fond, qui confirmait la présence d'une quantité importante d'hydrogène dans le composé. Et donc nous avons formé ce composé strontium-chrome O2H1 avec le chrome en mode 3+, ici en état d'oxydation 3+. Et donc cette structure, on a pu observer qu'il y avait un pic supplémentaire ici à température ambiante. Nous avons compris que c'était un composé qui était magnétique et antiferromagnétique de type G ici. En gros, pour chaque atome de chrome, il y avait les spins qui étaient orientés opposés par rapport à chaque voisin, qu'il soit en haut ou dans le plan AB ici. Et la raison, c'est simplement parce qu'on a le super-échange entre le chrome, l'oxygène, le chrome. On a un composé chrome 3+, qui est D3, et donc avec la théorie de Kanamori-Godenov, on voit qu'un D3 en général, on va avoir un ordre antiferromagnétique, où les spins de chaque chrome est opposé par rapport à leurs voisins. Et ici, nous avons trouvé que notre composé avait une température de Néel, qui était une température de transition magnétique, qui était assez élevée à 380 Kelvin ici. Alors, comment on a pu voir l'effet de l'hydrogène dans ce composé et comment on a pu comprendre que l'hydrogène était vraiment spécial dans ces composés? En prenant un oxyde typique, lutécium chromo 3 jusqu'à lantane chromo 3, on change le facteur de tolérance. Comme je vous l'expliquais avant, le rayon ionique va changer énormément. Le lutécium, c'est petit, le lantane, c'est gros. Donc le facteur de tolérance change. Et en fonction du facteur de tolérance, on a des distorsions. Les octaèdres bougent. Les octaèdres ont un angle qui est différent, et donc la température de Néel va être beaucoup plus petite pour le lutécium chromo 3, beaucoup plus large pour le lanthanum chromo 3. Si on avait le facteur de tolérance pour un atome de strontium, on aurait dû trouver la température de Néel à très haute ici, 480 Kelvin, 450 Kelvin. Mais on a vu que c'était beaucoup plus bas. Alors pourquoi c'est plus bas? Simplement parce que l'hydrogène, le H-, ce n'est qu'une orbitale 1s2 qui ne peut pas permettre la transmission du super-échange. Ici, on a les orbitales P qui permettent de transmettre justement à travers la T2G. On a la T2G et l'orbitale P, entre les deux ici, on a la T2G, l'orbitale P de l'oxygène et la T2G ici, qui vont permettre de transmettre les interactions antiferromagnétiques. Par contre, vu qu'on n'a que des électrons dans la T2G ici, en mettant une 1s2 au niveau de l'orbitale ici, on ne peut pas avoir de transmission super-échange antiferromagnétique dans ce composé. Et donc c'est pour ça qu'ici on a une température de transition qui est beaucoup moindre que ce qu'on pouvait espérer grâce justement à la 1s2 de l'hydrure. On a continué nos recherches pour étendre justement l'hydrure sur ces composés. On a pu voir qu'on avait un composé qui était composé de manganèse ici. Sur l'oxyde lantane, strontium, oxygène, strontium, hydrogène, nous avons mélangé ces éléments avec l'oxyde de manganèse à 5 gigapascal et 1000 degrés Celsius. Et nous avons trouvé que nous avions encore un nouveau composé qui était en partie oxyde et en partie hydrure.
Sur ce composé, on a pu observer que l'oxygène était dans le plan équatorial, l'hydrure était dans le plan équatorial, mais pas sur les sites apicaux de ce composé. Et on voit que dans les composés qui avaient été rapportés sur le composé de Michael Hayward, lantane, strontium, cobalt, oxyhydrure, strontium, vanadium, oxyhydrure, ou lantane, strontium, oxyhydrure, on a une règle où l'hydrure se place toujours sur le plan équatorial de ces Rudlesden-Popper. Ce n'est pas du tout le cas de l'opposé de l'hydrure qui est beaucoup plus électronégatif, qui est le fluor, où ici on a le fluor qui est toujours sur les sites apicaux des structures perovskites. Alors pourquoi cela se passe comme ça? Alors ça dépend vraiment de l'électronégativité, de l'ionicité et de la covalence des liaisons. C'est simplement la règle de Pauling, la seconde règle de Pauling au niveau des règles de cristal. On doit avoir ici, sur le site axial ou sur le site équatorial, un environnement qui est plus ou moins électropositif. Alors, en faisant les petits calculs comme ça de la règle seconde de Pauling, on peut voir que, par exemple, le site axial sur une Rudlesden-Popper est beaucoup plus électronégatif, est entouré d'éléments beaucoup plus électropositifs qu'un élément qui est sur un site équatorial où l'environnement est beaucoup moins électropositif. Et donc, le fluor, en théorie, va aller sur ce site-là, qui est entouré d'éléments beaucoup plus électropositifs. Et l'hydrure va plutôt préférer aller sur le site équatorial qui a un environnement qui est beaucoup moins électropositif que l'autre. Donc nous avons développé ces recherches, nous avons continué pendant plusieurs années à faire des oxyhydrures, à essayer de trouver des applications pour ces oxyhydrures, pour faire de la catalyse, pour faire d'autres investigations en termes de magnétisme, par exemple. On a fait le strontium chrome, le lantane strontium manganèse. On est parti de la gauche ici jusqu'à aller jusqu'au manganèse. On n'a jamais trouvé un oxyhydrure pour le fer, pour le cuivre, pour le zinc. Et en même temps, on a vu que en fait, nos collègues à Oxford, Michael Hayward, avaient réussi à faire le ruthénium, le rhodium, le palladium, le nickel, mélangé avec d'autres éléments, des éléments oxyhydrures aussi. Donc nous avons compris qu'il y avait beaucoup de possibilités en termes de haute pression pour générer des oxyhydrures perovskites, et nous nous sommes demandé s'il ne fallait pas qu'on regarde d'autres structures, parce que les perovskites c'est bien pendant 2 minutes, mais on commençait à fatiguer, il fallait faire quelque chose d'autre un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc on a commencé à regarder des éléments beaucoup plus simples, des structures monocationiques. Dans les perovskites, il y a 2 cations. Il y a le site A, le site B, strontium, chromium, le barium, le scandium, le barium, le vanadium, etc. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder, ça c'est toujours une vision très très fondamentale, mais est-ce qu'on ne peut pas regarder une structure où il va y avoir un seul cation et un ordre des anions? Parce que 2 cations c'est bien, mais un cation c'est beaucoup plus simple. Donc on a pris la structure du lantane HO. C'est une structure qui est en forme de fluorite, comme le calcium F2. Et sur ce composé, quand il est préparé à pression ambiante, à haute température, celui-là il est assez stable. En fait, il n'y a pas besoin d'utiliser la haute pression pour faire celui-là. À pression ambiante, on a l'oxyhydrure de lantanum, on a l'hydrure qui est dans un tétraèdre. L'oxygène qui est aussi dans un tétraèdre. Ici, à 3 gigapascales, on va synthétiser le composé à 3 gigapascales, augmenter la température, descendre, et on va le récupérer. On va voir qu'on a une nouvelle structure qui n'est plus quadratique ici, mais qui devient orthorhombique, avec l'hydrure qui passe du tétraèdre à une pyramide ici, avec une coordinance 5. L'oxygène ne change pas, il reste du tétraèdre au tétraèdre. En augmentant la pression de synthèse, on arrive à voir qu'il y a un changement. L'hydrure redevient un tétraèdre, l'oxygène va devenir une pyramide ici avec une coordinance 5. Ça, c'est quelque chose qui ne se produit pas très très souvent. On ne voit jamais des cations, des anions qui vont avoir justement leur coordination, qui vont augmenter, baisser en fonction de la pression. Ça, il n'y a que l'hydrure qui peut le faire. Comme je vous l'ai expliqué au tout début, l'hydrure, c'est flexible. C'est flexible parce que les liaisons chimiques qu'il y a avec les éléments autour de l'hydrure vont changer en fonction de la pression, vont changer en fonction de l'environnement et vont s'adapter pour avoir une densité plus haute. Et dans ce composé-là, on voit quelque chose qui est assez inédit. L'oxygène va augmenter sa coordinance, l'hydrogène va augmenter et va réduire sa coordinance. Ça, c'est quelque chose qui était assez rare. Et on s'est dit, dis donc, l'hydrure, c'est très flexible. Ça peut changer beaucoup, beaucoup. Et puis on s'est dit aussi, c'est très, très léger. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose d'intéressant avec ce composé. Avec ces composés, pardon. Comme je vous l'ai dit,
l'hydrure, c'est très flexible, c'est très polarisable aussi, en termes de structure, même si c'est très large. Et donc, nous avions démontré qu'on pouvait faire des réactions topochimiques, qu'on pouvait faire de la catalyse de l'ammoniac, et on s'est demandé si on ne pouvait pas faire des cellules chimiques, ou peut-être on aurait un électrolyte solide avec de l'hydrure qui pourrait migrer dans les structures. Ces composés, ils ne sont pas trop nouveaux. Il y avait déjà l'hydrure de barium ici, ou l'hydrure de calcium, l'hydrure de strontium, qui avait été étudié ici par Verbreken en 2009, en 2015. À cette époque, on était déjà en 2018 dans notre recherche. L'hydrure de barium, c'était en japonais, on dit le champion d'état. C'est le composé qui avait la plus haute valeur. Donc on voulait savoir si on ne pouvait pas avoir un composé qui aurait du moins une structure qui allait au moins plus haut que ça avec nos composés anions mixtes. À basse température, l'hydrure de barium a une conductivité qui est aux alentours de 10-5 pour la conductivité ionique. Ce composé, hydrure de barium, a une transition de phase à 450 degrés Celsius où il passe de monoclinique à hexagonal ici. Et on a donc un saut ici au niveau de la structure. Et la conductivité ionique aussi, elle devient beaucoup plus grande. Donc, une règle générale pour avoir une meilleure conductivité, une conductivité ionique, c'est d'avoir une structure où il y a une plus haute symétrie, où il y a plusieurs sites où l'élément peut voyager dans la maille. C'est aussi avoir une maille qui va être polarisable, flexible, qui ne va pas être rigide. Dans le cas, par exemple, du AGI ici, l'iode est très polarisable et l'argent va pouvoir sauter d'un site à un autre parce que la maille, elle est très molle, elle est très douce. Dans le cas, par exemple, d'un oxyde, d'un fluorure, les éléments sont très électronégatifs, ils vont avoir du mal à s'adapter au déplacement des anions dans la maille. Donc, nous avons regardé les composés que nous avions avant, les oxyhydrures, mais le problème, c'est que l'oxyde, c'est très rigide, c'est très polarisable, c'est très électronégatif. Et on a décidé de regarder un petit peu plus le chlore, le brome et l'iodure et voir si on ne pouvait pas faire de nouvelles structures avec ces éléments. Continuer sur les anions mixtes, mais avec du chlore, du brome et de l'iode. Et on a trouvé que ce composé-là, il était pas mal, le barium 2H3X, ici. Ce composé, il est très simple à faire, on n'a pas besoin d'utiliser de la haute pression, on peut le faire littéralement dans une petite cellule de quartz. On mélange de l'hydrure de barium, du chlorure de barium, du bromure de barium, etc. Et on a ce composé ici, barium 2H3X, qui devient hexagonal. Et cette structure, en fait, elle est pareille que celle de l'hydrure de barium. La différence, c'est au lieu d'avoir deux sites d'hydrogène, on a un site d'hydrogène ici dans la maille en forme de couche, et entre les feuillets d'hydrure de barium, on a des feuillets de iodure, chlorure, bromure de barium qui se trouvent ici. Alors en théorie, d'avoir moins d'hydrure dans la structure, ça devrait nous permettre de conduire moins, mais on a trouvé qu'il était possible de mesurer la conductivité ionique de ce composé même à température ambiante, et que cette conductivité ionique était supérieure à celle de l'hydrure de barium. On arrivait même à une température à 300 degrés Celsius, on arrivait quand même à rester au-dessus de l'hydrure de barium, car dans ce composé, la structure est plus symétrique, la structure elle est beaucoup plus molle que celle de l'hydrure de barium, et ça nous a permis justement de trouver ce composé où il y avait une conductivité ionique très forte, même à basse température, même à température ambiante, pour, par exemple, faire de la conductivité ionique dans le futur, pour faire des piles à combustible à base de H-, ou pour faire, par exemple, des membranes où il est possible de filtrer l'hydrogène. Donc là, je vais finir le dernier chapitre, l'anion hydrure H- et les antiperovskites, de la haute pression à la topochimie. Nous avons continué nos recherches et nous avons vu qu'il était possible d'étudier les antiperovskites. Alors les antiperovskites, c'est l'opposé des perovskites. Tout simplement, au lieu d'avoir des cations dans le site B, dans le site A, on a un anion. Donc toujours le même système, comme on avait discuté avant. Le cation, il y en a un seul, ici c'est l'argent. Les anions, il y en a deux, le soufre et l'iode. Donc ces composés sont assez connus depuis pas mal d'années en fait, où il y a l'expansion thermique qui est négative, de la magnétorésistance, la supraconductivité pour différentes antiperovskites. On connaît ces composés même pour la conductivité ionique
super ionique conductivité, hein. On a aussi des composés qui deviennent des cathodes pour les batteries au lithium. Et on s'est dit que ça pouvait être assez intéressant pour justement les batteries tout solides, où on aurait un électrolyte qui ne serait pas liquide entre la cathode et l'anode, mais plutôt un élément cristallin avec un électrolyte solide. Et donc on voulait essayer de voir si on ne pouvait pas utiliser la flexibilité de l'hydrure, cette légèreté, cette polarisabilité pour faire de nouveaux matériaux et voir si on ne pourrait pas développer un nouveau conducteur ionique à base d'hydrure, comme ça, et d'hydrure anion mixte. Donc on a placé l'hydrure de lithium, le sulfure de lithium dans une cellule à 5 gigapascal, 700 degrés Celsius pendant 2 heures, et on a trouvé ces composés d'hydrure calcogénure avec lithium 3HS, lithium 3H sélène, lithium 3H tellure, sodium tout là. Ces composés, au niveau de la conductivité, notre but c'était vraiment de pouvoir faire un composé où non, on ne conduit pas l'hydrure, mais on conduit le lithium, qui est ici sur les côtés de l'antiperovskite. L'hydrogène va être sur le site B, le lithium va être sur le site qui était avant celui de l'oxygène, et on ne veut pas avoir de conductivité d'hydrure sur ce composé, on voulait vraiment avoir une conductivité au lithium. Tous ces composés sont ici cubiques, on les avait faits à haute pression, mais nous avons même trouvé qu'il était possible de les faire à pression ambiante, à 400 degrés Celsius pendant 24 heures sous vide, et le seul qui était orthorhombique, c'était vraiment le sodium 3 HS ici. La plupart des composés étaient cubiques. Nous avons collaboré avec les théoriciens Fujii et Kuwabara du JFCC à Nagoya, qui ont calculé que nos composés pouvaient être faits seulement à haute pression. La haute pression stabilise ces composés. On peut voir ici sur l'enthalpie de formation que tous ces composés sont dans le rouge à 0 gigapascal, sauf le sodium 3H tellure ici, ou le lithium 3H tellure, et ils se stabilisent, ils sont possibles à synthétiser à haute pression. Nous avons utilisé encore le Rietveld pour déterminer la structure de ces composés. Le sodium 3 sélène H, sulfure H, c'est orthorhombique. Le sodium 3 H sélénium, c'est cubique. La plupart des composés, ils étaient cubiques, mais on a trouvé qu'il y avait une sorte d'anomalie. Le sélène, c'est beaucoup plus large que le sulfure, en théorie. Et ça marche parce que le sélène-sodium, la liaison, elle est à 3,22 angstrom. Le sulfure-sodium est à 2,90. Donc pour l'instant, tout va bien. Mais dans le cas de l'hydrogène, on voit que la liaison sodium-hydrure, elle est à 2,28, tandis que le sodium-hydrure ici, elle est à 2,37. Donc on a quand même une large expansion de la liaison chimique sur ce composé. C'est une expansion qui n'existe pas dans les composés traditionnels. Dans les oxydes, si on prend le calcium zircone O3, barium zircone O3, en changeant le site A d'une perovskite classique, l'octaèdre d'oxygène ne va pas changer beaucoup. On a une variance ici qui est très très faible sur la liaison chimique. Par contre, l'hydrure, quand on passe de lithium 3HS à lithium 3H tellure ici, on a un changement de liaison chimique qui est aux alentours de 0,2 angstrom, beaucoup plus large que n'importe quelle autre structure au niveau des oxydes. Un oxyde calcium-titane O3, c'est 1,95, un strontium-titane, c'est 1,95, mais quand on passe dans le monde des antiperovskites, dans le monde de l'hydrure, on a une liaison qui change énormément, et ça c'est encore à cause de la liaison chimique de l'hydrogène, sa particularité au niveau de son orbital, de son électronégativité, etc. Nous avons donc calculé ici, avec nos collègues, Fujii et Kuwabara, qui ont calculé quel serait le meilleur matériau pour la conductivité ionique. Nous avons trouvé que c'était un matériau qui serait sodium 3H tellure, parce qu'il avait une conductivité théorique qui était assez haute. Nous avons calculé aussi les nudge elastic band ici, donc des calculs de dynamique, où on peut voir ici que sur un mécanisme de lacune, ce composé sodium 3H tellure aurait l'énergie de migration qui serait la plus basse. Ici, l'énergie aussi sur un mode dumbbell, donc ce serait un mode en alter, où on a un site additionnel sur un octaèdre, et on avait aussi le même composé qui serait le plus bas. Nous avons trouvé que ce composé donc, avait une conductivité aux alentours de 10-4 à 100 degrés Celsius, une conductivité qui est relativement basse en fait, par rapport à ce que nous espérions. Nous pensions que ça allait être un petit peu plus haut, mais on a compris en fait, que ces composés sont très très stoichiométriques et assez figés.
dans ces composés. C'est pour ça que la conductivité ionique n'était pas très haute. Mais en ayant réalisé une nouvelle famille, on a pu comprendre un autre paramètre qui était peut-être tout aussi important. On a compris en fait que dans ces composés, avec le site B qui contient de l'hydrogène, ou même du fluor, parce qu'on a fait le fluor aussi, avec le site A qui contient du sulfure, du séléne ou du tellure, il y a des modes de phonons, des vibrations dans les matériaux qui sont très amples et qui sont modélisables en fonction de la composition des matériaux. On a compris que, comme vous pouvez le voir ici, ça c'est des structures de bandes de phonons, avec des phonons ici en termes d'énergie qui sont très bas. Bon, ici ils sont négatifs, mais en ajustant un petit peu les paramètres, on les trouve à de très basses valeurs au niveau des fréquences. On peut voir qu'à ces basses fréquences, on a de larges amplitudes, des octaèdres, qui se balancent comme ça. Et se balancent, et ce balancement va permettre aux éléments de sauter d'un site à un autre. C'est-à-dire que l'hydrogène qui est tout petit ici, il ne va pas bouger, mais le lithium, ici, ils vont bouger, ils vont se déplacer grâce à ces modes vibratoires ici. Et on a pu dessiner une courbe où en fait il devenait, en fonction du facteur de tolérance, un endroit assez important pour pouvoir justement avoir ces déplacements au niveau des phonons et peut-être promouvoir la conductivité ionique. Donc ça, c'est notre travail du futur, c'est justement de faire de l'ingénierie au niveau de la composition des matériaux et de pouvoir faire de nouveaux composés qui vont avoir de meilleures conductivités ioniques. Donc là, nous changeons les sites A, nous changeons les sites B sur ces composés. Maintenant, on se rend compte qu'on peut mettre, au lieu de mettre du soufre, du séléne, du sélénure ou du tellure sur ces composés, on peut même mettre des petites molécules. On a découvert récemment qu'il était possible de mettre un hydrure de zinc ici entre les couches. Donc l'hydrure de zinc à pression ambiante, ça n'existe pas, mais en utilisant la haute pression, on peut générer des atmosphères d'hydrogène dans la machine de haute pression, et on peut avoir par exemple du zinc H2 à haute pression ici. On utilise de ammonia borane aussi, NH3BH3, qui à haute pression et à haute température va se décomposer en nitrure de bore et en H2. Et on a réussi à faire ce composé ici qui consiste à avoir des hydrures de zinc au niveau tétraèdre, zinc H4 ici, et une structure perovskite avec, au lieu d'avoir un seul atome, on a maintenant 5 atomes, un polyanion où on passe du sulfure, séléne, sélénure, tellure à un zinc H4 dans le composé. On a des distorsions qui sont assez conséquentes en fonction de ces stoichiométries. Mais donc on a ici zinc H4 dans le site A tout simplement. Les derniers travaux que nous avons faits, justement, se sont ouverts grâce à cette observation qu'il était possible d'avoir dans le site A des perovskites des molécules. Et donc ça c'est le travail de mon collègue Kobayashi en collaboration avec bien sûr Yu-san qui a fini son doctorat. On a trouvé cette structure calcium 3 chrome N3 qui a une structure en ligne comme ça, avec une maille où dans ces mailles, ces lignes, on a une structure calcium N ou NaCl, comme du sel de cuisine en fait. Et quand ce composé qu'on voulait d'abord utiliser pour de la synthèse d'ammoniac et réagit avec du N2 et du H2, on voit qu'on a une structure qui passe de orthorhombique à hexagonale. En faisant une analyse de structure, on a compris que ce composé, il devenait une perovskite comme le barium nickel O3, avec dans le site A du chrome N3 et dans le site B, on avait un hydrogène. Une structure qui est assez spéciale puisqu'au départ, on a une structure NaCl ici, en 1D, une seule dimension. Et quand l'hydrogène va pénétrer dans ce composé, il va y avoir une transformation de phase entre la structure orthorhombique et la structure hexagonale. Vous allez voir ici, il y a la structure NaCl, les chaînes NaCl qui sont ici. Et quand on va utiliser le N2H2 à haute température, le composé va se tordre et va changer de structure. L'hydrogène, en fait, va pénétrer dans ces chaînes unidimensionnelles et on va avoir un mouvement des triangles chrome N3, donc des triangles N3 là, qui vont se tourner. On appelle ça une tessellation, un mouvement de tessellation ici, où on va avoir cette rotation ici avec les triangles qui vont devenir cette maille hexagonale avec la pénétration de l'hydrogène dans la structure. Voilà, comme ça. Donc, en conclusion, on a réussi à faire plusieurs composés. Il y a le japonais qui est resté là, pardon. On a réussi à trouver plusieurs structures oxyhydrures
à travers toutes ces années. On a compris qu'il était possible de générer des nouveaux matériaux qui étaient conducteurs ioniques, de trouver des composés qui avaient de la catalyse. Et dans le futur, nous allons essayer de continuer à développer et étendre ces fonctionnalités vers, par exemple, la supraconductivité. Récemment, il y a des supraconducteurs proches de la température ambiante, à très très haute pression bien sûr, mais peut-être en mélangeant les anions, on va peut-être réussir à faire des hydrures qui sont supraconducteurs à température ambiante. On pourra peut-être aussi stocker plus d'hydrogène dans les matériaux en utilisant les anions mixtes. Il y a différentes techniques que nous avons utilisées, comme la haute température, la chimie douce, la haute pression, mais récemment, nous sommes aussi intéressés par des techniques qui ont été développées notamment par le groupe Pouillu à Tsinghua, où ils utilisent le ionic liquid gating. Ils prennent des couches minces, un liquide ionique, et en appliquant un voltage entre les deux électrodes, ils arrivent à injecter de l'hydrogène dans les structures et à trouver des structures qui sont un petit peu spéciales. Par exemple, ici, on a le strontium chromo 2.5, encore une perovskite, qui ne contient pas un hydrure, mais au lieu d'avoir un hydrure, il y a deux atomes d'hydrogène qui vont sur un site spécifique avec une molécule de H2 qui va entre des tétraèdres comme ça. C'est assez spécial. Nous avons utilisé cette technique nous-mêmes pour générer un nouveau composé qui n'existait pas avant en utilisant un proton entre deux étapes où on prend le strontium cobalt au 2.5, on injecte de l'hydrogène et on désorbe du H2O pour obtenir ce nouveau composé qui n'était pas rapporté avant, le strontium cobalt 2. Donc je voudrais vous remercier pour l'attention et en conclusion, c'est pas mal de faire les anions mixtes. Merci.